J'avais l'idée, c'est justement de cette maman qui arrive aux urgences, qui abandonne ses enfants. Et voilà, c'était tout. Et je suis partie que de ça. Et j'ai commencé à écrire. Alors, sur leur trace, ça commence par une scène assez forte. Ça commence par Jérémy Bouscara, qui est infirmier urgentiste à l'hôpital Lariboisière à Paris, et qui est de garde de nuit. Et donc là, il est à peu près 1h du matin. Et il fait une pause cigarette sur le parking et arrive en trombe une voiture. Donc Jérémy pense que ça va être encore un ultime mec bourré qui se pointe aux urgences, et en fait pas du tout. En sort une maman, une femme en état de stress absolu, et elle hurle « On a tiré sur mes enfants, on a tiré sur mes enfants ». Donc Jérémy se précipite à l'arrière, découvre en effet 2 enfants, tous les 2 blessés par balle, s'empare du premier petit enfant qu'il a, un petit garçon, et part en salle de déchocage pour essayer de le sauver. Entre-temps, une autre équipe prend en main l'autre enfant, qui est une petite fille, et part aussi dans une autre salle pour essayer de sauver cette petite fille. Malheureusement, et ça c'est dès le premier chapitre, le petit garçon succombe à ses blessures, et donc Jérémy est dévasté. Et quand il sort de la salle d'opération, il tombe justement sur la fameuse héroïne Alexandra Roche, qui entre-temps a été appelée par les hôpitaux et les procureurs pour prendre en main en fait cette affaire. Il faut savoir que, en effet, dès qu'il y a un blessé par balle, quoi qu'il arrive, il y a automatiquement une enquête qui est lancée. Donc Alexandre prend en pleine nuit cette enquête en cours et en fait comprend que la maman en fait a quitté les urgences, a complètement disparu, a abandonné ses enfants. Voilà. Donc pour Alexandre, c'est un grand désarroi. Ils n'ont aucune identité, ils ne savent pas ce qui s'est passé. La maman est partie en laissant tout en place, sa voiture, elle s'est évanouie dans la nuit. Et donc pour elle commence une enquête qui va être très très compliquée. Et en fait, pour Jérémy, en parallèle, donc ça va être vraiment une histoire qu'on va suivre en même temps. Jérémy, qui est bouleversé par la perte de cet enfant, va avoir le besoin d'aller voir l'autre enfant, qui est une petite fille qui, elle, a été sauvée, donc la petite mère reculée de la nuit, pour se remonter le moral, pour savoir un petit peu pourquoi il est là quand même, pourquoi il a fait ce job. Et en fait, Jérémy va être complètement perturbé parce qu'il faut savoir que Jérémy, en fait, est veuf. Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture il y a 7 ans. Sa fille avait 3 ans à l'époque. Et en fait, est-ce que c'est la fatigue de la nuit, l'illusion, etc. Il va avoir l'impression de retrouver dans les traits de cette petite fille miraculée les traits de sa petite fille 7 ans plus tard. Ce qui est complètement impossible. Mais Jérémy part dans une sorte de quête de folie et va vouloir essayer de comprendre, savoir qui est cette petite fille. Voilà. Dans ce tome, tu vas de nouveau confronter Alexandre à ce qu'elle déteste le plus, la mort d'un enfant. Ouais. Alors, à travers elle, c'est tes propres démons que tu exorcises ? Alors, peut-être, c'est vrai que je ne réfléchis pas toujours comme ça, mais c'est vrai que pour moi, Alexandre est une femme flic, mais c'est aussi une mère. Alors maintenant, ses enfants ont grandi depuis 5 romans, donc maintenant elle a 2 beaux jeunes hommes à la maison, qui sont même étudiants, qui ont quitté le nid, et qui sont pas très loin d'elle, pour l'un en tout cas. Mais ça reste une mère avant tout. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant justement de mettre cette dimension-là dans mes romans, parce qu'Alexa n'est pas que flic. C'est aussi une femme et une maman qui enquête justement sur la mort d'un enfant. Donc elle va y mettre tout son cœur, tous ses tripes, ce qui va pouvoir expliquer aussi un peu ses erreurs, peut-être ses problèmes de point de vue, vouloir peut-être foncer tête baissée, ce qui la rend encore plus humaine. Et en fait, moi, je trouve que ça permet aussi au lecteur de s'identifier en fait à Alexandre, de se mettre à sa place et de se dire, moi, en tant que parent, comment j'aurais réagi, comment j'aurais enquêté, quelle piste j'aurais suivi, est-ce que j'aurais pas fait les mêmes erreurs qu'Alexandre, est-ce que je serais pas allée trop vite dans une direction plutôt qu'une autre. Et moi, je trouve que ça permet au lecteur justement de se prendre directement dans le roman et de partir avec moi dans cette histoire. Alors, avec Jérémy, par contre, tu as créé un personnage qui était profondément brisé, qui s'accroche un peu à une illusion pour ne pas sombrer. Qu'est-ce que tu voulais explorer à travers cette fuite en avant ? En fait, je me suis mis à la place de cet homme. Donc, Jérémy, il a à peu près 35 ans au début de l'histoire. Donc, il est veuf depuis maintenant 7 ans. Je n'ose pas imaginer ce qu'il vit, en fait, Jérémy. Il avait tout pour être heureux. Donc, il était jeune diplômé à l'époque. Il a une petite fille qui a 3 ans, une femme avec qui tout se passe très bien. Et en une seconde, une nuit, sa femme, en fait, percute un arbre en pleine nuit, voilà, lors de son retour à la maison. Et donc, meurt sur le coup avec sa petite fille. Et en fait, ce qui est atroce, c'est que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et en fait, justement, cette histoire, moi, ce que j'aime dans ce roman, c'est qu'en fait, c'est un homme ordinaire à qui il arrive une chose extraordinaire.
Moi, il faut savoir que quand je commence un roman, j'ai l'histoire, je n'ai que le départ. Donc moi, j'avais l'idée de départ. J'avais l'idée, c'est justement de cette maman qui arrive aux urgences, qui abandonne ses enfants. Et voilà, c'était tout. Et je suis partie que de ça. Et j'ai commencé à écrire. Et en fait, même à 200 pages, je ne savais toujours pas la fin. Moi, j'écris comme ça. C'est-à-dire que je ne veux pas m'embêter quand j'écris. Et donc, si je connaissais moi-même la fin, bah, j'aurais plus de plaisir à l'écrire. C'est ce que je dis en fait souvent, c'est que c'est comme quand vous regardez une bonne série. Si je vous pitch toute la série en résumé, les 9 épisodes, on va dire, est-ce qu'on a envie d'après commencer l'épisode 1, sachant déjà la fin, et se lancer dans les 9 épisodes de 52 minutes? Et ben moi, c'est un peu pareil. Si je savais déjà tout ce que j'ai à écrire pour mes 350 pages, est-ce que j'aurais plaisir à passer plus de 6 mois avec mes personnages et à écrire tous les matins derrière mon ordinateur? Pour ma part, je ne pense pas. Donc j'ai besoin, moi, que tous les matins, ce soit un nouvel épisode que j'écris, un nouveau chapitre. Je ne sais pas où je vais. C'est la surprise. Et je m'amuse. Et après, c'est vrai que ça demande énormément de travail technique parce qu'il faut rester crédible. Il faut rester pertinent, en effet, dans le suivi de son histoire parce qu'on reste dans du polar avec une enquête. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et après, je trouve ça très intéressant d'avoir toute cette gymnastique intellectuelle, de justement de se laisser cette liberté d'écriture, mais tout en gardant cette cohérence et surtout pas dire de bêtises parce qu'on sait très bien que le lecteur de polar voit toutes les incohérences. Je me connais, ça fait quand même 10 romans aujourd'hui que j'ai écrit. Je sais comment je fonctionne, je me fais confiance, je n'ai plus peur de la page blanche, etc. Et tant pis s'il faut faire une pause d'un mois, mais je fais une pause d'un mois. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et je trouve ça justement intéressant d'avoir cette peur, cette crainte, ce challenge en permanence tous les ans, se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais trouver une fin crédible. Bon, pour l'instant ça marche. Je vais peut-être me prendre un mur un jour, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, tiens, je vais tuer tel personnage, parce que ça fera super dans le roman. Mais après, je me dis, ouais, merci, tu le tues, tu fermes quand même beaucoup de portes. Donc voilà, donc après, c'est toute une mécanique de réflexion, et c'est vrai que je peux passer quelques nuits blanches quand même, dire, ok, là, et puis là, ça rumine. Alexandre vieillit, donc là, elle a à peu près une cinquantaine d'années. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans le polar, parce que c'est pas souvent qu'on trouve des héroïnes femmes un peu âgées, qui ont un peu de bouteille dans les romans. Donc je trouve ça aussi sympa de la voir vieillir, de la voir interagir avec ces grands garçons maintenant qui ont 22, 23 ans, qui commencent à leur parler de leurs petites copines, elle commence déjà à s'imaginer grand-mère. Voilà, c'est amusant de voir les étapes de vie aussi. Et voilà, donc Alexandre continue à évoluer aussi. Mais en même temps, elle évolue, mais elle fatigue aussi en vieillissant. Et elle commence peut-être un peu aussi à s'éroder sous la pression du métier. Alors, Oui, elle a ses failles. Et je trouve qu'en fait, ce qui peut être intéressant avec Alexandre, c'est qu'en fait, Alexandre n'est pas seule. Elle dirige un groupe de 6 hommes derrière elle. Et je trouve que justement, peut-être que les hommes, son groupe, parce que homme ou femme, c'est qu'importe, mais que son groupe devient vraiment de plus en plus un appui. Et en fait, c'est vrai que là, dans ce roman, on réalise que c'est pas Alexandre toute seule, c'est vraiment le groupe qui avance ensemble, qui apporte chacun ses billes, qui ont de temps en temps, qui sont pas toujours d'accord sur la démarche à suivre. Alexandre va faire des erreurs, elle va se faire rattraper, elle va elle-même sentir ses faiblesses, elle va commencer un peu à paniquer, à se dire justement, est-ce que je suis encore faite pour ce métier-là? Elle est remplie de doutes, mais c'est ça qui est intéressant justement dans ce personnage, c'est que c'est pas la Wonder Woman, en fait elle est comme nous. On a tous des moments de faiblesse, de fatigue, de ras-le-bol, de vouloir tout envoyer balader. Et elle est humaine justement pour ça, Alexandre, elle est attachante parce qu'elle est nous en fait. Moi j'ai été très influencée par la série Engrenage, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mangé en quelques jours. Et j'ai beaucoup aimé justement dans cette série, je trouve que justement il n'y a pas qu'un héros, qu'une héroïne dans cette série, c'est le groupe qui est le héros. Et chacun a ses faiblesses, ses moments de vie, ses passages à vide. Et j'ai voulu remettre un petit peu ça en fait moi dans mon roman. Donc il y a Com qui est le jeune qui vient qui a encore plus de bouteilles, qui a à peine la trentaine, qui est tout feu tout flamme. Il y a justement Stéphane le second, un peu le vieux baroudeur séducteur, qui en a connu un peu plus, donc il va calmer un peu tout ça, qui se mange quand même quelques petits épisodes dans sa vie perso qui sont pas toujours très agréables dans ce roman. Et c'est amusant justement de voir les générations en fait interagir entre elles, qui n'ont pas du tout la même façon de travailler ou de voir les choses, et qui communiquent entre elles. Et c'est sympa justement de créer cette dynamique, cette cassure de génération dans le travail. Quoi, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que je pense que c'est à travers, oui, en effet, les faits divers que j'écoute, les séries, d'autres livres que je peux lire aussi en tant que lectrice. Et je pense que en fait, au fur et à mesure, tout ça fait
une sorte de subconscient qui me permet après d'accoucher tout ça sur le roman quand je me retrouve derrière mon ordinateur. On est sur un 5e tome ici pour Alexane. Ouais. Parfois, on sait que ça peut faire un petit peu peur au lecteur. J'ai mon avis sur la question, mais est-ce que toi, tu penses qu'on peut commencer par celui-là? Pourquoi pas? Ah ben bien sûr. Alors moi, c'est ce que je dis à tout le monde, et ce qui est vrai, c'est que je ne supporte pas, en tant que lectrice, qu'on m'impose un ordre. Donc, je ne veux pas être obligée de lire le tome 1, 2 pour comprendre le 3. Donc, on peut les lire dans des ordres. Alors après, évidemment, il y a ceux qui vont obligatoirement commencer par le 1, mais chaque livre a vraiment une enquête spécifique, une fin spécifique, qui n'appelle pas à une suite en tant que telle. Donc, quand on finit un de mes romans, on a toutes les réponses à ces questions. Et je pense que les personnages sont suffisamment dépeints pour quand même s'y attacher sans connaître tout le background derrière qu'il y a pu y avoir dans les autres romans. Après, ce que je dis à mes lecteurs, c'est que vous pouvez découvrir Alexane avec ce 5e. Si vous l'appréciez, c'est sympa parce que vous savez que vous pouvez la retrouver dans d'autres enquêtes et avoir le plaisir de la retrouver plus jeune, comprendre peut-être justement ses interactions avec son groupe d'hommes d'avant. Et en même temps, si Alexane ne vous plaît pas plus que ça, on peut passer à autre chose. Il n'y a pas de problème. On n'est pas perdu. Méfiez-vous de ce qui est gravé dans le marbre. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pourquoi cette phrase énigmatique? Ça rappelle cette phrase. En fait, elle fait écho en fait au prologue du roman. Le prologue du roman, en fait, c'est Jérémie qui est au cimetière de Pantin, pas très loin de chez lui, et qui est tellement désespéré dans cette quête qui va profaner les tombes de sa femme et sa petite fille. Et voilà. Et donc, méfiez-vous, ce qui est gravé dans le marbre, en fait, ça résume le bouquin. Ça rappelle la pierre tombale. Ça rappelle ce geste insensé d'un père tellement désespéré qu'il en arrive là dans sa vie. Voilà, pour moi, elle résume le bouquin. Elle est très, très forte, cette phrase. Tu disais tout à l'heure que tu es une grande lectrice. Tu lis quoi? Que du polar. Alors, je lis que du polar. En fait, je suis une grande lectrice de polar depuis toujours, avant même d'écrire. Ce qui explique ce genre que j'ai choisi en tant qu'écrivain. J'ai essayé d'autres genres. Je n'y arrive pas, j'abandonne à chaque fois. Pas parce que c'est mal écrit, hein. Rien à voir avec la qualité de l'écriture de l'écrivain, mais c'est que j'ai besoin, moi, d'être pris au trip dès le premier chapitre. J'ai besoin d'être accrochée. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de vivre le roman, en fait. Et pour l'instant, je trouve cette énergie, cette impatience dans la lecture que dans le genre polar, genre roman noir. Après, je trouve que dans le genre, il y a beaucoup de choses. Il y a du thriller, il y a du polar pur, il y a du roman noir, il y a du roman sociétal. Donc, il y a quand même moyen de varier ces plaisirs de lecture. Et surtout, je ne lis maintenant que des auteurs français ou belges, évidemment, parce qu'en fait, je les rencontre en salon, ça devient des amis. Et je trouve ça très intéressant de lire des romans de gens qu'on connaît à côté, parce qu'on n'a pas le même regard. Justement, on connaît les hommes et les femmes écrivant dans les salons qui sont des super copains avec qui on s'amuse, et de les lire après, c'est perturbant. Et j'adore ce décalage, justement, entre cet homme qu'on trouve hyper sympa autour d'une bière dans un salon et qui est capable d'autant de noirceur dans son livre après. Et je trouve ça très agréable en tant que lectrice d'avoir cette double vision en fait de l'écrivain en fait. Et toi, dans ta carrière, il y a des thèmes que tu aimerais encore aborder, quelque chose, un thème qui te tient à cœur et que tu aimerais bien pouvoir placer dans un bouquin? Alors, très franchement, non, pas encore. Moi, j'avance comme ça, en fait. J'avance vraiment une année, une idée, un bouquin. Donc là, je viens de finir mon 10e roman. J'ai pas du tout encore envie, parce que je viens d'accoucher, en fait, de ce roman. Donc, il est encore trop frais. Donc, je vais me laisser l'été pour couper tout, mes neurones et penser à rien de tout ça, pour arriver plus fraîche en septembre pour réfléchir. En fait, moi, chaque année en septembre, je réfléchis à la prochaine idée et je ne sais pas. Et en fait, je me laisse porter, je ne sens pas l'effet divers que je vais lire ou découvrir. Et je sais pas, une rencontre ou un thème dans un bouquin que je vais voir ou un fait de société qui va sortir dans une émission. Et je vais me dire, ok, c'est ça. Cette année. Voilà, mais je vais marcher au coup de cœur. Mais de là, je n'ai pas dans ma tête des milliards d'idées. Moi, je marche année par année. Donc là, j'ai aucune idée de ce que je vais écrire pour septembre. Et tant mieux, surprendre, paraître. Toujours ce côté que j'aime bien, me laisser surprendre, la surprise, le challenge.
Ne pas savoir. Du noir et jamais autre chose. Oui, je pense pas faire, j'arriverai pas à faire du feel good. J'arriverai pas à... En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est le suspense, c'est le rythme. Et je trouve que c'est pas... En fait, limite, j'ai envie de dire que je trouve ça peut-être plus dur d'écrire du feel good qu'écrire un polar, en tout cas pour moi. Je trouve que le polar, on a quand même le fil rouge. Au pire, on suit une enquête, il y a un meurtre, et voilà. On a quelque chose pour nous aider, pour nous guider. Le feel good, en fait, c'est comme ça. Pas écrire toujours la même chose. Quoi, je sais pas, moi, c'est un exercice qui doit être extrêmement... Non, mais vraiment, qui doit être hyper dur. Et puis, moi, ce que j'aime dans le polar, c'est que justement, c'est pas moi, c'est pas ma vie de tous les jours. Ça sort des sentiers battus, c'est pas mon quotidien. Donc, je m'éclate, justement, parce que c'est pas Pétronie, maman, 3 enfants, avec une vie assez douce. Donc, quand je mets ma casquette polardeuse, ben, justement, c'est pas moi, c'est pas mon quotidien. Et c'est génial. Si tu nous parlais un peu de ce cahier d'enquête maintenant. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est un défi qu'on m'a lancé. C'est ma toute première maison d'édition. Ben voilà, vous voyez la couverture en avant-première. C'est ma toute première maison d'édition qui a relancé justement mes 3 premiers poches avec Alexane, mes 3 premiers romans en poche avec Alexane, là, cette année. Donc, c'est les éditions du 123. Et en fait, ils m'ont appelé à peu près juste avant Noël en me disant, bah écoute, voilà, on a un projet de proposer. Est-ce que tu serais OK pour écrire 3 enquêtes où tu mettrais des énigmes pour adultes et voilà, et tu pars avec tes héroïnes, tu nous fais une enquête avec Alexane, une enquête avec Pauline Carrel, et tu fais en sorte que le lecteur soit acteur de l'enquête et aide justement tes héroïnes à avancer à travers des énigmes à résoudre. Et j'ai trouvé l'idée super sympa, ça sortait de ma zone de confort, c'est un défi, je l'ai pris comme un défi, et franchement, je me suis éclatée à le faire. Vraiment, je me suis éclatée à le faire. Ça n'a pas été laborieux, c'est pas le terme, mais ça m'a demandé une vraie mécanique de travail et j'espère qu'il vous plaira. Franchement, moi je trouve que là on se rend pas compte, mais le graphisme interne est super joli. Il y a eu un vrai travail qui a été fait par graphique, qui est vraiment belle. Donc je suis très fière du contenu. Et après, voilà, on trouve mes héroïnes, mais dans des enquêtes un peu différentes. Elles font à peu près 20 pages, une sorte de nouvelle en fait, avec 5-6 énigmes à résoudre. Il y a des mises en bouche et des énigmes à faire. Et j'ai trouvé ça très sympa. Donc j'espère que le public sera au rendez-vous. Voilà, donc c'est le 19 juin en librairie. Et puis si ça marche bien, bah, pourquoi pas faire un volume 2 ? Parce que franchement, moi, je me suis éclatée vraiment à le faire, quoi. Tu aimerais leur dire quoi, toi, ce soir, aux gens qui sont sur tes traces à toi ? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il y a une atmosphère particulière autour de ta table à chaque fois. Bah, en fait, c'est vrai que pour moi, ils ne se rendent pas compte, mais c'est mes petits anges gardiens. C'est-à-dire que quand on est écrivain, il y a toujours des périodes de doute. Ça demande beaucoup d'énergie d'être auteur. Parce que c'est un monde quand même impitoyable, même si on s'entend tous bien. Il y a beaucoup de concurrence. C'est pas facile tous les ans de se renouveler, de rester à la hauteur des attentes de ses lecteurs et de ses propres attentes. Et moi, ces anges gardiens qui m'écrivent souvent, en effet, avec qui j'ai toujours un lien toute l'année, il y a toujours des petits messages, des petits WhatsApp, des petits Facebook, et je prends toujours le temps d'y répondre. Et en fait, ils ne se rendent pas compte du bonheur qu'ils me donnent parce que dès que j'ai un petit coup de chute de tension où je me dis mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça, est-ce qu'il faut que je continue, ben, en fait je reprends leur message et rien que pour eux je me dis mais Pétro, t'as pas le droit d'abandonner, tu peux pas. Et en fait ils se rendent pas compte, ils envoient énormément d'ondes positives et c'est vrai que j'ai quand même, c'est vrai, un club de fidèles, parmi les fidèles depuis mes 9 romans aujourd'hui, alors que franchement entre les premiers aujourd'hui il y a quand même eu pas mal de chemin et beaucoup d'amélioration de style à l'écriture. Mais dès le premier, je sais pas, ils ont été sympas, ils ont vu le potentiel, ils se sont dit, même si c'est un peu pourri au début, on la garde avec nous. Et rien que pour ça, je leur remercie parce qu'ils sont fidèles année après année, quoi qu'il se passe. Même quand j'ai pris des petits chemins de traverse de temps en temps, ils ont pris le temps d'essayer de comprendre et de me suivre. Et puis ils sont là à tous les salons. Dès qu'il y a une sortie, c'est les premiers à faire des critiques sur Babelio, à m'envoyer plein de cœurs pour dire que ça va marcher. C'est du bonheur à l'état pur. Hein. Moi, j'aimerais savoir s'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, ou quelque chose dont tu aurais voulu parler. Comment je me vois dans 10 ans ?
Et sinon, comment te vois-tu dans 10 ans? Dans mes rêves les plus fous, je me vois évidemment toujours auteur de polar, parce que ça c'est ma base, c'est mon ciment. Mais j'en ai déjà un peu parlé, ce ne sera pas une surprise. Je me verrais bien aussi scénariste. J'aimerais aussi m'amuser dans cet univers de la télé, quoi, de la série qui est différente, qui a une écriture différente, qui n'a pas la même exigence, qui n'est pas tout à fait les mêmes attentes pour le lecteur, pour les téléspectateurs et le lecteur, c'est pas la même chose. Et je me dis que ce sera un sacré challenge à relever. J'ai plein d'idées et j'en bouffe tellement de séries que, en fait, je suis en train de me former toute seule à force d'en bouffer. Et je commence à rencontrer pas mal de producteurs, donc je pense qu'un jour ça se fera. Après, ça ne se fera pas en un jour. Hein. C'est comme le métier d'écrivain, ça ne se fait pas en un an, en 2-3 livres. Il faut plusieurs années pour avoir un nom, pour avoir justement des gens qui vous suivent. Mais j'espère que dans 10 ans, il y aura une. Et si je pouvais avoir la double casquette dans 10 ans, ça serait le rêve absolu.